dit notre invité, s'est orienté autour de deux grandes priorités. La défense et la promotion des droits de l'homme. Il a été un des artisans de la Déclaration universelle des droits de l'homme à New York quand il était haut fonctionnaire auprès des Nations Unies. Il a longtemps été membre de la Commission consultative nationale des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont au cœur de l'action de Stéphane Hessel. Les droits de l'homme politiques, sociaux, économiques, qui sont une conquête permanente. Et le premier d'entre eux, notamment le droit à la vie, qui risque d'être menacé dans quelques années si on ne prend pas garde aux menaces écologiques. C'est important de comprendre quelle est la légitimité qui pousse les hommes à se déplacer. Comprendre également quelles sont les raisons qui les poussent à se déplacer aujourd'hui dans notre période. Souvent, ce sont des raisons économiques. La plupart du temps, ce sont des raisons économiques. Mais pas uniquement. Alors, nous avons des obligations que je rappelle. Nous avons signé et ratifié la Convention de Genève. S'il y a des gens qui réclament l'asile chez nous et que nous leur refusons alors que les conditions de leur dossier sont établies, nous manquons à nos devoirs du terme de la Convention. N'oublions pas que dans d'autres régions du monde, on est beaucoup plus généreux qu'en France et en Europe pour les demandes d'asile. À l'intérieur des pays africains, on accorde très largement l'asile. Quand il y a eu la destruction d'une partie de la Palestine par l'implantation de l'État d'Israël, les Nations Unies ont accueilli les réfugiés palestiniens. Toute une organisation a été mise sur pied, l'UNRWA, l'administration des Nations Unies pour le travail et la réhabilitation des réfugiés du Proche-Orient, et il y a une série de camps qui sont financés internationalement par les Nations Unies et où ces réfugiés trouvent leur possibilité précaire d'ailleurs et difficile d'existence. Mais c'est dire que la notion de réfugié qui ne peut pas rester chez lui et qui demande l'asile est une notion dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. Vient ensuite, naturellement, les travailleurs migrants. Comme l'a rappelé mon voisin, il y a eu des périodes non longues, relativement longues en Europe, où, avec les destructions de la guerre, on avait besoin de travailleurs pour la reconstruction de ces pays, l'énorme action de reconstruction de l'Europe centrale, gérée par une administration des Nations Unies qui a fait un travail formidable et qui s'appelle l'UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, qui a travaillé dans les années tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, a fait beaucoup pour permettre à des gens qui avaient perdu leur domicile et qui devaient être réintroduits et réhabitués chez eux à rendre à l'Europe centrale et jusqu'à la Russie une capacité d'accueil de ces gens. Beaucoup d'entre eux sont venus comme travailleurs et nous en avons accueilli, vous venez de le rappeler, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale et où il fallait reconstruire la France et reconstruire les autres pays européens, un grand nombre comme travailleurs. Ils venaient recrutés par les entreprises françaises et allemandes et autres qui allaient les chercher chez eux, qui faisaient une vraie campagne pour recruter des travailleurs. Non seulement ils n'avaient pas peur de voir venir des étrangers chez nous, mais ils avaient très besoin et très envie d'en trouver le plus possible dans nos grandes usines automobiles et autres. Donc voilà un afflux de travailleurs, alors qui étaient des migrants économiques qui venaient travailler. Et qui y venaient, il faut le dire d'autant plus volontiers, que dans leur pays d'origine, qui à l'époque étaient surtout les pays du Maghreb, il n'y avait pas de travail pour tout le monde, il y avait une main-d'œuvre abondante, et c'était donc une organisation qui marchait bien. Ils venaient chez nous, ils travaillaient chez nous, après quelques années ils repartaient chez eux, et si ce n'était pas fini, ils pouvaient revenir et ils pouvaient repartir. On leur accordait à la fin de leur travail de très maigres retraites,
calculé non pas sur le taux des retraites françaises, mais sur le taux des retraites dans leur pays d'origine, ce qui n'était pas extraordinairement équitable, mais ils s'en accommodaient, et c'est comme ça qu'il y a eu des mouvements nombreux migratoires pendant cette période qui ont brusquement stoppé. Alors le stop s'est fait après la montée du chômage dans les pays européens et à un moment où on a commencé à avoir peur. Alors un mot sur la notion de peur. Tous les partis d'extrême droite en Europe ont joué de cette peur pour faire leur métier politique et pour nommer des boucs émissaires à ce qui n'allait pas bien dans le pays. Et ils disaient, oh là là, tous ces étrangers qui veulent venir chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous envahir, attention, on a peur, ils vont prendre le travail des nôtres, oh là là, le chômage, et comme ils ont des cultures différentes des nôtres, ce ne sont plus les afflux d'étrangers que nous avons connus entre les deux guerres, et dont je veux dire encore un mot. Entre les deux guerres, la France a été un pays où on voisinait une xénophobie à chaque instant réalimentée par les pays d'extrême droite et un accueil très généreux de la part d'une bonne partie de la population pour des étrangers qui venaient s'installer en France. Il y a eu les Russes qui ont fui la révolution russe, il y a eu les Juifs qui ont fui la montée du nazisme, il y a eu les Italiens qui ont fui le fascisme italien, il y a eu les Espagnols qui sont venus après la guerre civile en Espagne, il y a eu des Arméniens, il y a eu des Éthiopiens, il y a eu toute une gamme, je les ai notés là, les Polonais, les Espagnols, les Russes, les Roms, les Tziganes, qui sont venus aussi de pays étrangers et qui ont trouvé accueil en France à une époque où notre démographie n'était pas très abondante, où nous faisions moins de 2 enfants par femme en moyenne et où nous étions tout à fait contents d'accueillir des étrangers qui venaient s'établir chez nous. De temps en temps, il y avait des poussées de xénophobie, on disait tout le mal possible des Polacs ou des Ritales, mais ça n'a duré qu'un temps, et ces populations-là, qui avaient d'ailleurs en gros le même visage que nous, la même religion que nous, se sont intégrées dans la société française, et aujourd'hui, on ne fait même plus attention à un nom qui a un homme qui a un nom à consonance italienne ou espagnole, mais qui vit en France et qui a sa famille qui vit en France au nom du droit du sol, c'est-à-dire que notre principe de l'immigration, c'est que quand quelqu'un est établi en France et que sa famille naît en France, au titre du droit du sol, sa famille devient automatiquement française. Tout cela donc, entre les deux guerres, a fait que la France était déjà, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et tout de suite après, un pays très multiculturel. Mais là-dessus, il est arrivé une autre chose. Il est arrivé la décolonisation, la fin de l'Empire français. Et à ce moment-là, il y a eu de la part des citoyens des anciennes terres colonisées par la France, et pensons naturellement à l'Afrique, mais aussi au Vietnam, au Cambodge, il y a eu des afflux d'étrangers, de Maghrébins, d'Africains sud du Sahara, d'Asiatiques, qui sont venus tout naturellement en France parce qu'ils ne trouvaient pas la possibilité non seulement de vivre, mais de vivre de façon active et intéressante dans leur pays. Parce que nous avons nos propres travailleurs et nous avons nos chômeurs et nous voulons stopper l'immigration de travail. À partir de cette date, qu'est-ce qui s'est passé? Nos frontières étant poreuses, les frontières de l'Europe de plus en plus larges, 9, 12, 15, puis 25,
étant également poreuse, il est arrivé une quantité considérable de ce qu'on a appelé les clandestins. Et souvent, par une politique de refus de l'accueil des immigrés, on en est arrivé à clandestiniser des étrangers qui étaient venus par leurs propres moyens, sans avoir toujours les papiers réguliers, ou quelquefois en les ayant, mais en les perdant parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de les renouveler. Ils sont donc devenus des clandestins. Mais à un moment, en 1996, tout à coup, un certain nombre de ces clandestins, et notamment des clandestins venus d'Afrique au sud du Sahara, se sont dit « c'est pas possible, nous n'acceptons pas de rester des clandestins, nous travaillons ici, nous essayons d'y gagner notre vie, nous n'avons pas de papier, ce n'est pas légitime, nous demandons à ce que l'on nous donne les papiers qui nous permettent de vivre régulièrement en France. » Quelle a été à ce moment-là la réaction des gouvernements français successifs? La première réaction a été de dire, s'ils n'ont pas de papier, il faut les renvoyer chez eux. Mais ce n'est pas facile de renvoyer chez eux des gens qui sont déjà installés en France. Et s'ils y sont installés depuis pas mal d'années, ça devient vraiment presque criminel de les renvoyer dans des pays où ils n'ont plus d'attache, où ils n'ont plus de famille, des familles qui sont venues ici au nom même du regroupement familial et au nom d'une des caractéristiques très sympathiques de la France, mais qui a évidemment des conséquences, c'est que quand il y a des enfants en France, ils sont automatiquement scolarisés. On ne leur demande pas si leurs parents sont en règle, ils sont là, ils ont l'âge scolaire, la scolarité obligatoire en France pour les enfants d'un certain âge est inscrite dans notre Constitution, donc on les scolarise. Et quand ensuite on dit « Ah oui, mais attention, mais leurs parents ne sont pas réguliers, il faut les renvoyer », on dit « Eh non, ils sont à l'école, on ne va pas interrompre l'école ». Et c'est cette façon de poser le problème, très normalement et très moralement, qui a fait germer récemment ce réseau, le RESF, Réseau d'éducation sans frontières, qui disait « mais s'il y a des enfants scolarisés ici, il faut régulariser leur famille ». Il y a donc eu cette période qui n'a encore qu'une douzaine d'années d'existence, c'est relativement récent, où s'est constitué en France un débat, et un débat dont on voit bien, vous l'avez rappelé, qu'il peut aller de l'angélisme absolu jusqu'à la répression la plus sévère, puisqu'on peut dire « Ah ben, s'ils sont en France, il faut leur donner des papiers, régularisons-les tous », ou qui peut dire « Pas du tout, on a peur d'eux, ce sont des dangereux, ce sont peut-être des délinquants, ils sont là irrégulièrement, il faut les renvoyer chez eux ». Entre les deux, il y a eu des passages, il y a eu des gouvernements français, celui d'Alain Juppé en particulier, qui a voulu rendre plus sévères les restrictions, qui a voulu par exemple mettre en péril des Français qui donnaient leur appui à des étrangers qui étaient menacés d'expulsion. Et ces gouvernements-là ont rendu la situation des clandestins de plus en plus précaire, de plus en plus difficile. Or, n'oublions pas qu'un clandestin qui n'a pas envie de rentrer chez lui, et souvent pour de bonnes raisons, parce qu'il a trouvé un petit travail en France, même si c'est mal payé, il aime mieux rester là. Il est difficile de le faire partir. On peut l'expulser, on peut le mettre dans des charters, mais une fois qu'il est rentré chez lui, il trouve le moyen, par d'autres façons, de revenir. Et par conséquent, le problème n'est pas résolu. Alors il y a un ministre d'un gouvernement socialiste, c'est Jean-Pierre Chevènement, qui a fait une nouvelle loi qui était plus humaine, plus généreuse, et qui a repris un certain nombre de critères, en disant, voilà des critères au nom desquels
il est normal de régulariser des clandestins qui sont en France. Un critère de durée du séjour en France, un critère d'avoir payé des impôts, d'avoir eu un emploi, un critère d'avoir des parents, d'avoir un certain nombre de données, une santé difficile qu'on ne peut bien soigner qu'en France. Et cela, il faut les régulariser. Et les autres, il faut essayer de les renvoyer chez eux. Ça n'a pas toujours donné de très bons résultats. Il y a eu des régularisations. Et je m'en souviens et je vous en parlerai si vous avez des questions à ce sujet. Mais en gros, le problème est resté. Et avec le nouveau ministre de l'Intérieur que nous avons eu ces dernières années, on a essayé d'être encore plus rigoureux, encore plus sévère, de ne pas rendre aussi facile qu'il l'était le regroupement familial au nom duquel un travailleur qui est en France peut faire venir sa famille. On a dit non, il faut que les conditions soient remplies, qui ne sont pas toujours remplies, et on va renvoyer le plus de gens possible dans leur pays d'origine. Voilà un peu où nous en sommes. Et je voudrais, pour ne pas être trop long, terminer mon exposé par ce que j'estime personnellement, après de longs travaux avec des commissions du plan que j'ai présidé dans les années 80, mon séjour au Conseil pour l'intégration, qui essayait de travailler sur la meilleure façon d'absorber en France des étrangers qui avaient fait leur vie chez nous. Où en suis-je arrivé et quelles sont les propositions que je pense que le prochain gouvernement qui va sortir dans 10 jours des élections ou dans un mois des élections prochaines, quelles sont les politiques que ce gouvernement devrait poursuivre. La première, c'est de comprendre, on l'a dit, de comprendre le phénomène, de ne pas s'étonner qu'il y ait dans un certain nombre de régions du monde des gens qui soient poussés à partir, soit pour des raisons politiques, et alors nous sommes obligés par notre Constitution à leur réserver l'accueil de l'asile, soit pour des raisons économiques qui peuvent être parfaitement valables, car ce sont des pays souvent très pauvres dans lesquels la jeunesse a envie de s'expatrier pour trouver des conditions de vie meilleures. Donc, nous devons comprendre ce phénomène et essayer d'y répondre intelligemment. Quels sont les ennemis à combattre? Commençons par cela. Pour ne pas arriver à cette forme d'angélisme qui n'est malheureusement pas compatible avec la façon de faire vivre un pays souverain, qui consisterait à dire il faut accueillir tout le monde, venez, venez, appel d'air ou pas appel d'air, ouvrons grandement nos frontières et vous verrez, tout se passera finalement très bien. C'est possible que tout se passe bien, mais c'est quand même dangereux. Non, il y a donc des ennemis à combattre et je voudrais en signaler deux. Les plus graves, ce sont les filières mafieuses qui s'adressent à des Africains, à des Maghrébins, à des Sri Lankais, à des Chinois, et qui leur disent « Donnez-moi 1 000 $ ou 2 000 $ ou 10 000 $ et vous allez voir, je vais vous faire arriver en France ou en Allemagne et vous y trouverez de l'emploi. » Et ils prennent l'argent et ils trouvent des cheminements, mais des cheminements souvent détestables. Et ces gens se noient dans la Méditerranée. Et quand ils arrivent, ils sont exploités dans les pays où ils se trouvent. Donc ces filières-là, il est essentiel que nous les combattions et que nous les combattions d'accord avec les pays d'origine qui, eux non plus, n'ont pas intérêt à laisser subsister ce genre de filières. Et le deuxième ennemi, ce sont les entreprises. Et certaines de ces entreprises sont trop heureuses de pouvoir recruter, éventuellement de faire venir par leur propre réseau des travailleurs qui, n'ayant pas de papier, sont exploitables, qui vont faire des travaux souvent durs, mais à bon compte, et qui vont engraisser le budget de ces entreprises. Ceux-là aussi, il faut les détecter, il faut savoir qui ils sont et il faut les combattre. Ayant combattu ces deux ennemis, il reste que l'on peut et que l'on doit
travailler à négocier avec les pays d'origine des flux migratoires. Il n'y aura jamais d'immigration zéro, ça n'existe pas. Il y aura toujours des gens qui voudront quitter leur pays économiquement misérable pour venir dans des pays plus riches. Et c'est normal. Et c'est une façon pour eux de se former. Et c'est une façon pour nous de recruter une main-d'œuvre dont souvent nous avons encore besoin. Mais ça se négocie. Et ça se négocie en expliquant au gouvernement des pays d'origine, et nous avons commencé à le faire avec l'un des pays d'origine les plus intelligents, les plus démocratiques que nous avons en face de nous, qui est le Mali, mais un autre qui est très intéressant aussi, qui est le Maroc, et qui consiste à dire oui, nous allons favoriser la venue en France, avec la possibilité aussi de venir travailler, puis de rentrer chez eux, puis de revenir éventuellement, sans être bloqués dans ce mouvement de va-et-vient qui est le propre de la migration humaine. Nous allons avoir avec vous là-dessus des négociations, au terme desquelles nous favoriserons la pas en attendre des merveilles. C'est encore très limité, mais c'est au moins la façon d'engager le dialogue et de l'engager avec respect pour l'autre, respect pour sa culture, respect pour ses hommes et ses femmes. Autre chose que le mépris avec lequel trop souvent en France et en Europe sont traités encore ceux qui arrivent clandestinement et que l'on dédaigne et que l'on envoie dans des banlieues misérables où ils forment des ghettos dont ils n'arrivent plus à se sortir. Voilà, voyez-vous, comment on devrait entrevoir une politique. Et cette politique ne peut être menée dans un pays comme la France, par exemple, que par un ministère d'action sociale. Il ne peut en aucun cas être mené par un ministère de l'Intérieur. Un ministère de l'Intérieur est là pour assurer la sécurité, lutter contre la délinquance, renvoyer des gens qui n'ont rien à faire chez nous, mais gérer le flux migratoire dans ce qu'il a de positif, dans ce qui fait de lui un lien entre la France et un grand nombre de pays dans le monde, ça, c'est la tâche d'un ministère social. Nous avons au sein du ministère de l'Action sociale une division qui s'appelle la DPM et qui s'occupe des populations et des migrations. Elle a été privée de ses moyens, elle a été privée d'organisations qui travaillaient pour elle, elle est minorisée. Tout cela est à revoir. Et si je le dis, c'est pour vous rendre attentif, vous avez eu la gentillesse de m'écouter, à ce message que je voudrais vous communiquer et qui rejoint très largement le message de mon voisin de la Ligue des droits de l'homme. C'est que la migration est un phénomène important, intéressant, utile pour ceux qui envoient des migrants et ceux qui accueillent des migrants. Il obéit à une obligation inscrite dans nos textes d'accueil pour des gens qui ont besoin d'être protégés contre l'absence de liberté et contre la mort qu'ils risquent ou contre la misère qui peut être la leur. Nous avons là une obligation qui fait partie de ce qui fait une civilisation. Si nous sommes un pays civilisé, et je pense que nous le sommes, nous en avons les privilèges, les avantages, nous en avons les droits, et bien ces droits, il faut que nous sachions les étendre autour de nous et que nous vivions dans un monde fait non pas de charité ou de compassion, mais de droit pour l'autre, de respect de l'autre. Et c'est comme ça que nous, Européens, pouvons devenir, ou rester, nous le sommes un peu, mais nous pouvons le devenir encore plus, une région du monde qui fera partout dans le monde vivre plus de justice, plus de respect pour les droits et plus d'humanité vis-à-vis des autres habitants de notre terre. Merci.
il est là, n'est-ce pas? Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc, nous sommes en principe, les uns et les autres, vous comme moi, obligés de résider dans un État. Nous avons le droit de le quitter et d'y revenir, mais nous n'avons pas le droit d'aller résider dans un autre État que le nôtre. Nous ne pouvons le faire qu'avec l'accord de cet autre État. Et qui dirait, tout le monde peut aller où il veut, et c'est la communauté internationale seule, l'État souverain national unique, ou disons l'Organisation des Nations Unies, si vous voulez, qui est seule à même de dire si quelqu'un peut ou peut ne pas résider en tel ou tel endroit. Bonsoir, Monsieur Hessel. Nous sommes plusieurs membres de la Ligue des droits de l'homme à avoir participé au dernier congrès de la Ligue à Saint-Denis. Et nous sommes heureux ce soir de vous retrouver en pleine forme, puisque vous étiez prévu de venir, aux côtés d'ailleurs de Raymond Aubrac qui a pu venir, donc nous sommes heureux de vous retrouver ce soir en pleine forme. C'est au cours de ce dernier congrès que la Ligue des droits de l'homme a voté une exigence de régularisation massive des sans-papiers. Je crois qu'il faut le dire ici, au-delà d'autres considérations, in fine, il faut régulariser les sans-papiers qui se trouvent dans notre pays, qui s'y sont installés souvent avec femmes et enfants. Juste comme illégitime, et cette loi en fait organisée tout simplement sous l'égide du ministre, de l'ex-ministre de l'Intérieur, la chasse à l'enfant. Et effectivement, devant la multiplication des arrestations dans les écoles, la Ligue des droits de l'homme a eu le courage de promouvoir un appel aux consciences, effectivement, appel aux consciences qui a été repris par Réseau Éducation sans frontières. Si je parle peut-être un peu longuement, c'est parce qu'il y a dans ce département des gens qui sont réprimés, qui appartiennent au Réseau Éducation sans frontières. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'ils s'opposent à l'aéroport de Marignane, y compris physiquement, des fois à 5 h du matin, sur le port de Marseille avec l'aide des syndicats, au tribunal administratif où nous arrivons à faire valoir l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à avoir une vie de famille. On a vu à Paris récemment des policiers qui vont carrément arrêter des grands-pères qui viennent attendre leurs petits-enfants à la sortie des classes. Donc, mon appel ce soir est en faveur de Florimond Guimard, avec d'autres d'ailleurs, mais je parle des Bouches-du-Rhône parce qu'il y a aussi un militant à Lyon, il y en a un peu partout, il y en a à Paris, des militants qu'on appelle les délinquants de la solidarité, parce que comme vous l'avez rappelé, effectivement, la loi a prévu que des hommes et des femmes qui n'écoutent que leur conscience, effectivement, et ça nous rappelle d'autres phases de notre histoire que vous avez bien connues, M. Hessel. Effectivement, ces femmes et ces hommes s'opposent à des lois qui sont illégitimes, à des lois qui sont immorales. Rien de plus compréhensible, de plus sympathique et de plus juste que l'appel que nous venons d'entendre. Il faut cependant, si on veut comprendre, et nous sommes là pour essayer de comprendre, il faut le replacer à l'intérieur d'une politique. On peut très bien considérer que la politique menée par le gouvernement de M. Dominique de Villepin avec son ministre de l'Intérieur, qui était jusqu'à quelques jours M. Nicolas Sarkozy, est une politique contre laquelle il est légitime de s'opposer, de se défendre, et de se défendre éventuellement par tous les moyens. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que dans la période où nous avions le gouvernement de Vichy, nous avons considéré qu'il était légitime et nécessaire de se défendre contre la légalité que ce gouvernement avait essayé d'imposer. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas tout à fait là. On ne peut pas dire que le gouvernement qui gouverne actuellement la France ait été introduit par l'étranger ou sous des pressions étrangères. Il est malheureusement sorti d'élections françaises et que ce sont nos compatriotes
qui ont élu un Parlement qui lui-même a voté des lois. Nous sommes dans la démocratie. Mais même si l'on dit il faut respecter la loi, il reste essentiel de voir là où cette loi dépasse ce qui est acceptable pour une conscience morale normale. On peut dire qu'il est légitime de ne pas accueillir en France éternellement toute la misère du monde. Nous n'en avons pas la possibilité ni les moyens. Mais ceux qui sont déjà là depuis un certain temps, ceux qui ont leur famille ici, ceux que pour expulser on met dans des centres de rétention misérables, mal gérés, insupportables, contraires à la dignité humaine, c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter et nous devons donc, et vous avez raison de le rappeler, manifester. Non pas pour changer complètement la structure de la démocratie française, mais au moins pour ne pas la rendre coupable d'excès qui ont été dénoncés. Et je suis très reconnaissant aux amis du réseau Éducation sans frontières pour le travail qu'ils font, très reconnaissant à la CIMAD pour ce qu'elle fait dans certains des centres de rétention, très reconnaissant à tous ceux qui, à l'intérieur de la Ligue des droits de l'homme, pour ces gens qui vivent une vie misérable chez nous, ont-ils la crainte de perdre leur identité nationale s'il y a trop d'immigrés chez eux? Je ne le crois pas, mais une fraction de notre population le croit, et c'est en s'appuyant sur elle qu'un certain nombre de dirigeants français sont allés très loin, trop loin, dans la voie de l'application de lois qui elles-mêmes étaient extrêmement contestables dans leur façon de poser les problèmes. Donc, en somme, je vous donne raison, tout en vous disant que la réponse qui consiste aujourd'hui à dire d'un geste large et facile « ben, faut régulariser tout le monde » n'est pas une réponse qui soit compatible avec le fonctionnement dans l'intérieur de ses limites d'une démocratie française qui veut mettre des limites au droit de s'installer sur son territoire de la part de gens qui n'ont pas les raisons absolues de vouloir y figurer, qui n'ont pas droit à l'asile et qui n'ont pas de raison d'exercer leur travail chez nous au lieu de l'exercer dans leur pays qui lui aussi a besoin de leur force. Et c'est encore un dernier mot que je veux dire pour stigmatiser une expression due elle aussi à l'un des candidats à l'élection présidentielle, l'expression d'immigration choisie. Si notre rôle est de piquer dans les pays d'émigration les meilleurs éléments et d'en priver les pays où ils ont fait leurs études et où ils se sont perfectionnés, alors là, non, c'est une façon égoïste de traiter le problème de l'immigration, alors que c'est un problème qu'il est important de traiter dans le cadre de la solidarité humaine internationale et de l'interdépendance entre tous les États de la société mondiale. Nous n'en traitons aujourd'hui qu'une petite partie, qui est celle qui concerne notre pays, la France. La France est capable, largement capable, d'accueillir encore beaucoup d'immigrés sur son territoire sans mettre en cause ni son identité nationale, ni son économie, ni sa sécurité. Mais dans beaucoup d'autres régions du monde, ce problème des migrants, ce problème de la chasse des hommes et des femmes par des mouvements de violence ou des mouvements géographiques, c'est un problème immense auquel il faudra que nous réfléchissions collectivement. Le mouvement des hommes est encore un énorme problème
auquel, malgré les efforts du Haut Commissariat pour les réfugiés, efforts considérables, et qui a permis à des millions d'Afghans, de Pakistanais, de Cambodgiens, de Thaïlandais de trouver refuge provisoire au moins dans des camps, mais cet effort va être amplifié encore si nous n'arrivons pas à mieux organiser l'ensemble de la planète, à être les propagandistes d'un droit économique, social et politique universel qui permet de faire partout face à ce qui se passe de dangereux au nom de la violence, au nom du crime organisé, de la drogue, des mafias dans le monde entier. Il faut que nous soyons prêts à nous battre, nous et les générations plus jeunes, comme celle du collège auquel je me suis adressé ce matin. Ils ont maintenant 14 ans, 13 ans, 15 ans. Demain, ils seront grands. Il faut qu'ils sachent qu'il y a là des problèmes à aborder avec compréhension, d'abord comprendre et ensuite agir. Il entra du pied droit chez un tailleur très chic et fournisseur du roi. Ce commerçant venait de couper quelques têtes de mannequins vêtus comme il faut qu'on se baigne. La foule en tous les sens s'en allait en mêlant des ombres sans amour qui se traînaient par terre et des mains vers le ciel, plein de lacs de lumière s'envolaient quelquefois comme des oiseaux blancs. Mon bateau partira demain pour l'Amérique et je ne reviendrai jamais avec l'argent gagné dans les prairies lyriques, guider mon ombre aveugle dans ces rues que j'aimais. Car revenir c'est bon pour un soldat des Indes. Les boursiers ont mangé tous mes crachats d'orphelins, mais habillé de neuf, je veux dormir enfin sous des arbres pleins d'oiseaux muets et de singes. Les mannequins, pour lui, s'étant déshabillés, bâtirent leurs habits et les lui essayèrent. Le vêtement d'un lord, mort sans avoir payé au rabais, l'habilla comme un millionnaire. Au dehors, des années regardaient les vitrines, les mannequins victimes, et passaient enchaînés, intercalés dans l'an. C'étaient les journées veuves, les vendredis sanglants et lents d'enterrement de blancs et de tout noirs vaincus des cieux qui pleuvent quand la femme du diable a battu son amant. Puis, dans un port d'automne aux feuilles indécises, quand les mains de la foule y feuillonnaient aussi, sur le pont du vaisseau, il posa sa valise et s'assit. Les vents de l'océan, en soufflant leurs menaces, laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés. Les émigrants tentaient vers le port leurs mains lasses, et d'autres, en pleurant, s'étaient agenouillés. Il regarda longtemps les rives qui moururent. Seul un bateau d'enfants jouait à l'horizon. Un tout petit bouquet flottant à l'aventure couvrit l'océan d'une immense floraison. Il aurait voulu ce bouquet comme la gloire, nager dans d'autres mers avec tous les dauphins, et l'on tissait dans sa mémoire une tapisserie sans fin qui figurait son histoire. Mais pour noyer, changés en poux, cette tisseuse têtue qui sans cesse interroge, il se maria comme un doge, au cri d'une sirène moderne sans époux. Gonfle-toi vers la nuit, ô mer, les yeux des squales jusqu'à l'eau ont guetté de loin avidement les cadavres de jour rongés par les étoiles parmi le bruit des flots et les derniers serments.